pourquoi. Parce que je brancher ma caméra sur un autre port. Et apparemment, faut pas le faire sur un autre port USB, quoi. Bon, bah, c'est mal, apparemment. Allez, on va couper la musique de fond. À la grande joie de certains visiteurs et visiteuses. Et à la place, on va mettre une vidéo du Collège de France, de François Héran, sur colonialisme et migration. Et aujourd'hui, Gide au Congo. Ah ah. C'est pas trop fort la vidéo? Non. Allez, et moi je vais dessiner la suite de mes patates. En fait, alors aujourd'hui, on va faire un peu de littérature, tout en restant, je l'espère, dans le sujet. Nous allons basculer du Maghreb à l'Afrique subsaharienne, comme on dit aujourd'hui, mais enfin on parlait d'Afrique noire, évidemment, et autrefois, dans une époque encore récente. Et nous allons parler donc de l'AOF et de l'AEF. On va évoquer des événements qui sont passés quelques années avant le voyage de Gide au Congo, notamment le fameux premier prix Goncourt noir, comme on a dit, décerné à René Maran en 1921. On va décrire les conditions du voyage de Gide qui n'a pu se faire que grâce à l'appui du travail forcé. On va évoquer les rapports entre colonisateurs et colonisés, tels que Gide les illustre avec beaucoup d'ambivalence. La fameuse histoire du chemin de fer Congo-Océan, 17 000 morts à peu près, et la préhistoire du sida, mais ça, je ne pense que je n'aurai pas le temps et j'évoquerai ça pour la fois prochaine. Alors, je rappelle que, ici, là, j'ai emprunté à la Fondation de la Résistance une carte de l'Afrique occidentale française, de l'Afrique équatoriale française. Vous voyez ces deux groupes. Là, c'est la situation en 1940 et notamment les affiliations. Vous savez que l'AOF s'est retrouvée du côté de Vichy et l'AEF du côté de De Gaulle. Hein. C'est pour ça aussi que les deux couleurs sont différentes. Mais vous avez aussi les pays qui se retrouvaient du côté italien en orange, la partie anglaise en vert. Enfin voilà, mais là, c'était juste pour vous donner une carte de situation de l'AEF. Et vous voyez que l'AEF, c'est le Tchad, le Cameroun, l'Oubangui-Chari, qui est donc l'actuelle République centrafricaine, le Gabon, le Moyen Congo, limitrophe du Congo belge. Ceci apparaît très bien. Alors, je rappelle que donc, en 1895 seulement, on a créé l'Afrique occidentale française. En 1910, donc quand même très tardivement, l'Afrique équatoriale française. Et je cite les pays qui composent les deux ensembles, qui ont changé de nom. On parlait du Soudan français, mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Mali, très éloigné du Soudan britannique, bien sûr, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, devenu le Bénin, la Mauritanie, la Haute-Volta, devenu le Burkina Faso, le Niger, et puis on peut rattacher à cet ensemble, bien qu'il n'en fasse pas partie juridiquement, à partir de la Première Guerre mondiale. C'est hallucinant de changer des noms de pays comme ça, juste parce que le colonisateur change, donc on va changer le nom, parce que quand même, nous, c'était pas... Voilà, et les gens qui vivent là, ils ont leur pays, ils ont leur nom, c'est comme si, je sais pas, Trump arrivait, puis que... Il envahissait la France, puis il disait maintenant c'est plus la France, hein, ça s'appelait la chmouille, voilà. Et pourquoi? Ça fait mieux, je sais pas. Il doit y avoir des raisons pourquoi les pays changent de nom comme ça, mais j'ai merdouillé complètement avec ma bagnole. Je continue à la plume, c'est trop petit pour au pinceau, puis je préfère dessiner des personnages au pinceau et des décors à la plume. Territoire pris aux Allemands, et donc le Togo était sous mandat français à proximité de l'AOF. Du côté de l'AEF, on a le Gabon, capitale Libreville, le Moyen Congo, Brazzaville, l'Oubangui-Chari, j'ai déjà évoqué que c'était la RCA, capitale Bangui, qui évidemment, dans les années 1920, n'était encore qu'une
qu'une petite bourgade, hein, comme beaucoup de ces villes. Le Tchad, Fort Lamy, devenu N'Djamena, et puis le Cameroun, autre possession allemande, passée sous mandat français à partir après la Première Guerre mondiale. Voilà un peu cet ensemble. Qu'est-ce que ça représente en population? Eh bien, c'est assez important, même si les territoires sont très peu denses, point de vue démographique. Donc là, vous avez au recensement 1936 la population en millions. Vous voyez que la Côte d'Ivoire, c'était quasiment 4 millions d'habitants. Le Soudan français, 3,6 millions. Bon, il y avait beaucoup plus de monde en AOF qu'en AEF. Et le problème dans les deux territoires, mais enfin beaucoup plus accusé dans l'AEF, c'est qu'il y avait un très petit nombre d'administrateurs pour diriger tout ça. Les chefs qu'on appelait ça, de sous-direction, de cercle, de souscription. Alors, en fait, c'est pas possible que je fasse rouler la voiture à gauche. On est quand même pas en Angleterre. Donc, je vais décaler un peu tout ça pour qu'elle roule à droite. Voilà. Je sens qu'on va me faire la remarque. Et à juste titre. Allez. Je ne trouve pas, mais il me reviendra. Avaient des territoires immenses. C'était souvent des jeunes sans expérience. Et donc, beaucoup d'abus ont été constatés. Ils n'avaient pas les moyens, ni humains, ni financiers, de diriger d'aussi grands territoires. Et on va voir qu'en fait, les abus étaient quasiment, comme on dirait aujourd'hui, systémiques, faute de moyens. Et bien sûr, s'appuyant, comme souvent, comme toujours dans la colonisation, sur des intermédiaires locaux, mais avec vraiment beaucoup de difficultés et beaucoup de retournements de situation. Alors, je fais un zoom donc sur les 5 territoires de l'AEF qui vont fournir le décor, le théâtre de tout ce que nous allons raconter aujourd'hui. Le régime juridique qui sévit dans ces territoires, c'est le code de l'indigénat, dans une version extrême, une version extrêmement dure, le travail forcé, beaucoup plus important, beaucoup plus dense encore que le travail forcé en Algérie. Ce sont des corvées très lourdes, le portage, on va beaucoup en parler, le travail sur les chantiers, chantiers de construction de routes, chantiers de construction de chemins de fer, qui ont été les dossiers les travaux les plus durs. Et ça voulait dire des réquisitions de personnes pendant des mois et des mois. On emmenait les gens. Donc voilà, on dit les bienfaits de la colonisation, au moins on aura construit des routes. Et en fait, c'est eux qui les ont construits, hein. C'est pas les... Très loin d'eux. C'est une caractéristique, et c'est quand même un lien entre migration et colonisation, c'est qu'on a beaucoup déplacé les populations tout en essayant de les fixer. On les fixait pour qu'ils puissent être toujours taillables et corvéables et pour que le fisc puisse évidemment les appréhender, mais en même temps, une partie de l'économie du système consistait à déplacer les populations, et vous allez voir que parfois c'est sur de très longues distances. Un impôt de capitation avait été imposé. On leur a imposé également des productions agricoles comme le coton. Tout ceci faisait que les gens n'avaient plus le temps de cultiver leur culture vivrière qui était traditionnelle, qui était essentielle pour elles. Et donc, en fait, les colonisés en Afrique subsaharienne ont été privés de temps pour cultiver leurs propres champs, leurs propres terres, soumis à des pressions fiscales absolument exorbitantes. Et c'est ajouté à tout cela... Donc non seulement on les fait travailler de façon forcée, mais en plus, on les taxe, quoi. C'est fou, ça. Donc le colon arrive, il prend tout en charge, il s'occupe de tout, enfin, c'est-à-dire... Il polie les gens, il les fait travailler de façon forcée et en plus il les taxe. C'est assez extraordinaire quand même. Un régime qui a sévi plus particulièrement dans tous ces territoires, les sociétés concessionnaires, les grandes sociétés concessionnaires
qui avait très mal marché. On avait imité le système qui avait prévalu dans ce qu'on appelait le Congo indépendant, qui était le Congo possédé par Léopold, roi des Belges, hein, qui n'était pas une dépendance belge, mais qui était la propriété personnelle du roi de Belgique, donc de l'autre côté du fleuve. Et ce système des sociétés concessionnaires, qui était notamment inspiré par Paul Leroy-Beaulieu, hein, l'idéologue de la colonisation d'exploitation dont je vous ai parlé il y a déjà 2 cours. Il y a eu énormément d'abus, ils ont été souvent dénoncés, souvent cachés, souvent occultés. Nous allons voir tout ça. Et à la fin, une grande société concessionnaire a réuni un peu l'ensemble des diverses sociétés. Tout ceci, c'est le thème de la grande thèse de Catherine Kokrivydrovitch que je tiens à vous présenter. Elle participera à un des séminaires. Je l'ai invitée à l'un de mes séminaires. C'est une historienne de l'Afrique, une des pionnière de l'histoire de l'Afrique, et sa thèse, c'est le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires, 1898-1930, qu'elle a publié en 1972 et qui a été héréditée par le HESS en 2001. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a suivi le parcours de Savorgnan de Brazza, parce que Savorgnan de Brazza, qui avait été un des premiers explorateurs de toute cette partie-là de l'Afrique, en concurrence avec Stanley, le fameux explorateur britannique, eh bien, Savorgnan de Brazza avait été chargé par le gouvernement de faire un rapport d'évaluation, une enquête sur les exactions des sociétés, des administrateurs français dans... Donc Savorgnan de Brazza, en fait, c'est pas un Africain, Brazza et Brazzaville. Voyons. C'est fou ça. On apprend des choses quand même, hein. Voyons voir. Ouais, bon, c'est pas grave. Essayez de dire, mais Brazzaville, c'est le nom d'un explorateur. Au Congo. Il suit tout un parcours que d'ailleurs Catherine Wydrovitch, dans les années 60, va suivre à son tour. Elle va refaire le parcours de Savorgnan de Brazza. Et ce rapport va être enterré, une version très très édulcorée va être publiée, et la version complète avait complètement disparu. On a des témoignages comme quoi le ministère des colonies avait voulu le faire disparaître, et Catherine Kokrivydrovitch a retrouvé un exemplaire complet du rapport Brazza qu'elle a publié en 2014. La mission d'enquête du Congo de Brazza donc, a été redécouverte dans son intégralité, et là on découvre l'ampleur des exactions, des monstruosités qui avaient été commises par les Français dans le Congo. On lui doit aussi, à Catherine Kokrivydrovitch, plusieurs manuels d'histoire de l'Afrique qu'elle a écrits seule ou en coopération. Puis ensuite, elle s'est intéressée à la question de l'esclavage. Elle a été, vous en souvenez peut-être, la principale consultante du grand documentaire d'Arte sur les routes de l'esclavage. Et à partir de cette expérience de documentaire, elle a écrit son propre ouvrage qui s'appelle donc Les routes de l'Afrique, Histoire des traites africaines, 6e, 20e siècle. Je reparlerai de tout ça, puisqu'il y a une séance sera consacrée à la question de l'esclavage. Et puis, je vous recommande son autobiographie, qui est tout à fait passionnante à lire, Le choix de l'Afrique, puisqu'elle raconte comment, jeune femme très vulnérable, un peu seule, mais du coup protégée par l'administration, elle parcourt des territoires dans les années 60, avant même les indépendances, et elle essaie de retrouver les sites d'exploitation des compagnies concessionnaires, de voir si les industriels ont encore des archives, si les gouverneurs ont encore des archives. Elle rencontre des chefs d'entreprise qui ne savent même pas ce que le mot archive veut dire. Elle finit par récupérer toute une série de documents qui vont qui vont lui permettre de faire sa thèse. Donc, véritablement une pionnière. En plus, c'est un livre tout à fait passionnant à lire qui vous décrit les conditions dans lesquelles une historienne de terrain, car au fond c'est une historienne de terrain, ce qui n'était pas si fréquent évidemment dans la corporation des historiens, pouvait travailler à l'époque. Voilà, donc si vous avez, évidemment je vous conseille beaucoup de lectures, mais il y en a quelques-unes comme ça qui méritent vraiment le détour, et celle-ci, Le choix de l'Afrique, en fait partie.
Alors, avant le voyage de Gide au Congo, 1925-1926, avec publication en 1927, il y a des prédécesseurs, il y en a toute une série. Il y a Roger Casemans, par exemple, dont Vargas Llosa a parlé dans un roman qui s'appelle Le rêve du Celte, j'en reparlerai. Il y a Conrad, le grand écrivain, qui, dès 1902, a publié un roman sur les exactions du Congo. Il y a une série de personnages, mais il y en a un qui est particulièrement intéressant parce que c'est juste, il publie un roman juste quelques années avant le voyage de Gide. Gide n'a pas pu ne pas le lire, Gide l'a forcément lu, même si dans son journal, Gide n'en parle jamais, ce qui est assez problématique. Il s'agit de René Maran, M-A-R-A-N, René Maran, qui, chose incroyable, a obtenu le prix Goncourt en 1921 avec Batouala, véritable roman nègre, publié chez Albin Michel. C'était en 1921, et peut-être que certains d'entre vous se souviennent que 100 ans après, en 2021, il y a eu une série d'hommages, de rappels de toute cette histoire. J'en donnerai quelques exemples dans un instant. Il y a une réédition du centenaire chez Albin Michel avec une très belle préface d'Amin Mahalouf qui insiste sur la position complètement en porte-à-faux du personnage, car René Maran était un administrateur colonial. René Maran est né en Martinique, de parents guyanais. Il a fait ses études à Bordeaux, il a fait ses études au collège, au lycée Montaigne de Bordeaux. Il a été également à l'école coloniale de Bordeaux. C'est là qu'il a rencontré notamment et il y a amitié avec Félix Éboué, qui va devenir un des principaux, donc gouverneur de l'AOF et un des principaux soutiens de De Gaulle dans les premiers mois de la France libre. Félix Éboué, lui aussi né en Guyane comme René Maran. Il va devenir administrateur à Fort Sibut, S-I-B-U-T, dans l'Oumangui-Chari, donc un administrateur de rang moyen. Il ne pourra jamais monter plus haut parce qu'il est noir. Et, voilà. Mais c'est un cas intéressant de migration de fonctionnaires des Antilles vers les colonies, comme Félix Éboué en a donné un autre exemple. Et il a donc une expérience directe de l'exploitation coloniale en Afrique équatoriale. Fort Sibut, c'est vraiment au cœur de l'Oumangui-Chari, c'est peut-être à 130-150 km au nord-est de Bangui. Hein. C'est là qu'il observe. Et il va faire. Alors, il avait adhéré à la Ligue universelle de défense de la race nègre, hein, c'était les expressions de l'époque. Et son roman, c'est un roman d'amour et de mort, c'est la rivalité entre un chef africain et un jeune prétendant, mais au passage, il y a une description très très précise des rituels de la circoncision, du mariage, du décès, etc. Et surtout, un document qui est assez détaché par rapport au reste, qui est la préface, une courte préface, qui est un réquisitoire extrêmement violent, on peut le dire, contre la colonisation. Alors, j'ose pas trop interrompre, parce que c'est des choses graves quand même. Mais ça m'a fait rire, parce qu'il y a un téléphone qui a sonné, et au début de ses cours, il disait « Ouais, faites attention au téléphone et tout. » Quand il y en a un qui sonnait, il s'arrêtait, il disait « Ah, c'est pas bien et tout. » Et puis un jour, c'est son propre téléphone qui a sonné. Donc depuis, il dit plus rien. Voilà. Donc, préface du livre de René Maran. Voilà, Batouala. Préface réquisitoire contre la colonisation. Et le mec, c'était un administrateur colonial. Noir. Étonnant. Et qui est un document, évidemment, là encore, qui reflète la position en porte-à-faux, parce qu'il se veut français, profondément attaché à la culture française, il manie la langue française magnifiquement, et en même temps, il fait appel à ses collègues écrivains, en quelque sorte, à ses amis écrivains, pour demander leur solidarité dans la lutte contre la colonisation. Bon, vous voyez, il y a toute une
littérature lors du centenaire. Là, par exemple, une enquête dans Le Point. Il y a un documentaire sur Maran qui est sorti sur France 3, avec d'ailleurs des interviews de Dany Laferrière et d'Amin Mahalouf, donc deux académiciens. La bibliothèque municipale de Bordeaux lui a rendu hommage. Donc vous voyez, c'est un personnage dont on comprend, dont on mesure aujourd'hui l'importance, ce qui n'était pas le cas pendant longtemps. Alors il y a eu toutes sortes de polémiques dès que ce roman est paru, parce qu'évidemment on est dans les années juste d'après-guerre, on a la politique de bienveillance, on commence à mesurer tous les effets négatifs de la colonisation. Il y a le Parti communiste commence sa campagne contre la colonisation, les surréalistes aussi, on va en voir un exemple. Ça bouge beaucoup dans le milieu intellectuel sur cette question-là, et Gide va un peu se sentir obligé d'y aller lui aussi, mais à sa manière, qui n'est pas celle des surréalistes, ni celle évidemment du Parti communiste. Alors d'abord polémique parce que le prix a été obtenu de justesse après je ne sais combien de tours de scrutin et uniquement grâce à la voix prépondérante du président, hein, c'est le système du prix Goncourt. Alors les réactions, vous vous rendez compte, où va-t-on? Donc là, le fameux argument de la pente glissante, l'an prochain le prix reviendra à un anamite, dit un journaliste à l'époque. Et puis il y a des doutes. Comment est-ce possible qu'un noir puisse écrire aussi bien? Il a peut-être utilisé un nègre. Ou alors il a commis un plagiat. Enfin, on le cherche et ça fait partie des réactions, mais c'est surtout évidemment la préface anticoloniale, dont je vais vous donner quelques extraits, qui a fait scandale parce que aussitôt on dit ben voilà, ce colonisé évalué à qui on a donné toute la culture française, eh bien il trahit sa patrie, il crache dans la soupe, c'est l'expression qui a été utilisée à l'époque. Enfin, il a reçu des volées de bois vert. Les gens sont affreux quand même. Hein. Je précise qu'on peut en savoir plus sur René Maran grâce à une revue intéressante qui s'appelle Continent manuscrit, Génétique des textes littéraires, Afrique, Caraïbes, Diaspora. C'est une revue de l'ENS, de l'École normale supérieure, soutenue par le CNRS. La revue donc d'une unité mixte de recherche qui s'appelle ITEM, Institut des textes et manuscrits modernes, et c'est une revue en ligne tout à fait accessible. Elle a consacré récemment, vous voyez, en 2021, à l'occasion du centenaire de la publication du prix Goncourt, tout un dossier à René Maran, et je vais utiliser un peu en partie certains éléments de ce dossier. Alors, la préface de Batouala est assez brève. Il expose le fait qu'il est en poste à Fort Sibut, qui s'appelait Krébédjé en langage local, la subdivision de Grimari ou encore de la Bamba ou de la Kandjia, du double nom de la rivière auprès de laquelle on a édifié le poste administratif, est à 120 km environ à l'est de Krébédjé. Cette région était très riche en caoutchouc et très peuplée. Des plantations de toutes sortes couvraient son étendue. Elle regorgeait de poules et de cabris. 7 ans ont suffi pour la ruiner de fond en comble. Les villages se sont disséminés, les plantations ont disparu, poules et cabris ont été anéantis. Quant aux indigènes, débilités par les travaux incessants, excessifs et non rétribués, on les a mis dans l'impossibilité de consacrer à leur semaille même le temps nécessaire. Ils ont vu la maladie s'installer chez eux, la famine les envahir et leur nombre diminuer. Donc vous voyez un diagnostic fait par un administrateur colonial extrêmement cinglant. Il continue, et avec un style ironique qui sera souvent utilisé par les colonisés quand ils s'en prennent aux colonisateurs, après tout, s'ils crèvent de faim par milliers comme des mouches, c'est que l'on met en valeur leur pays. Ne disparaissent que ceux qui ne s'adaptent pas à la civilisation. Civilisation, civilisation. Orgueil des Européens et leur charnier d'innocents. Rabindranath Tagore, le poète hindou, un jour à Tokyo, a dit ce que tu étais. Il y a une phrase fameuse de Rabindranath Tagore qui a eu le prix Nobel, je vous le rappelle, qui était un des chantres de la décolonisation. Donc, civilisation, tu bâtis ton royaume sur des cadavres, quoi que tu veuilles, quoi que tu fasses, tu te meus dans le mensonge. À ta vue, les larmes de sourdre et la douleur de crier. Tu es la force qui prime le droit, tu n'es pas un flambeau, mais un incendie. Tout ce à quoi tu touches, tu le consumes. Alors, ces phrases vont être
pour soulever l'indignation de toute la droite coloniale, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. Honneur du pays qui m'a tout donné, mes frères de France, écrivains de tous les partis, vous qui souvent disputez d'un rien et vous déchirez à plaisir, et vous vous réconciliez tout à coup, chaque fois qu'il s'agit de combattre pour une idée juste et noble, eh bien, je vous appelle au secours car j'ai foi en votre générosité. Donc, voilà, je suis un écrivain français, j'en appelle à mes collègues, en quelque sorte, les autres écrivains français. Il n'y aura pas d'écho, hein, je vous le dis tout de suite, il y aura très très peu d'écho à cet appel. Il continue, mes frères en esprit, écrivains de France, il vous appartient de signifier que vous ne voulez plus, sous aucun prétexte, que vos compatriotes établis là-bas déconsidèrent la nation dont vous êtes les mainteneurs. Il y a tout un passage que je ne cite pas qui décrit l'état lamentable de ces administrateurs perdus dans des brousses lointaines et qui s'alcoolisent à haute dose, etc. Enfin, c'est un tableau qui a été souvent fait et qu'il confirme. Que votre voix s'élève, il faut que vous aidiez ceux qui disent les choses telles qu'elles sont, non pas telles qu'on voudrait qu'elles fussent. Et plus tard, lorsqu'on aura nettoyé les subures coloniales, vous voyez le langage très tenu, hein, les subures, c'était la banlieue malfamée de Rome, enfin tout près du forum, hein, il y avait un mur qui séparait le forum de Subure pour qu'il n'y ait pas de contamination entre les deux populations. Mais vous voyez le langage très, très tenu qu'il utilise. Lorsqu'on aura nettoyé les subures coloniales, je vous peindrai quelques-uns de ces types que j'ai déjà croqués, mais que je conserve un temps encore en mes cahiers. Je vous dirai qu'en certaines régions, de malheureux nègres ont été obligés de vendre leurs femmes à un prix variant de 25 à 75 francs pièce pour payer leur impôt de capitation. Je vous dirai, et il n'achève pas la phrase. Il fera d'ailleurs 2 ou 3 autres romans encore, hein, un peu sur le même thème. Bien sûr, Senghor, Aimé Césaire, etc., célébreront hein, l'œuvre de René Maran. Senghor, plus tardivement, mais dira qu'après Batoila, on ne pourra plus faire vivre, travailler, aimer, pleurer, rire par les petits nègres, mais Wolof, Malinké et Wondo en français. Car c'est René Maran qui, le premier, a exprimé l'âme noire avec le style français. Alors ça, c'est du Senghor, évidemment, tout craché, l'âme noire avec le style français. Bon, alors une chose étonnante qui a été découverte récemment par un jeune chercheur qui s'appelle Xavier Luce et qui a contribué à faire le numéro spécial, le dossier spécial sur Maran de la revue Continent et Manuscrits, c'est que pendant la guerre de 14, ou à la fin de la guerre, mais même en pleine guerre, depuis Fort Sibu, depuis son poste colonial dans cette petite subdivision lointaine de Lubangui-Chari, il décide de confier sa colère à un grand homme du moment qui est Barrès. Barrès est un personnage extrêmement, évidemment, important à l'époque. Ça peut paraître étonnant qu'il s'adresse à Barrès, mais il faut bien voir que Barrès, à la différence de Maurras, qui sera la génération suivante, Barrès avait des sentiments très ambivalents vis-à-vis du colonialisme. Barrès faisait partie de ces gens, il était lorrain, c'est pas par hasard, qui en voulait beaucoup à Gambetta d'avoir en quelque sorte dirigé les efforts de la France vers les colonies au lieu de les diriger vers l'Allemagne pour récupérer l'Alsace-Lorraine. Il faisait partie de ces gens qui considéraient que la colonisation, de certaine manière, c'était un dérivatif un peu lâche par rapport à la mission sacrée qui était de continuer la lutte contre l'Allemagne et de récupérer l'Alsace-Lorraine. Vous voyez, donc il y avait à l'intérieur même de la droite ou de l'extrême droite française des variations importantes, alors que Maurras, lui, sera davantage un soutien fervent de la colonisation, notamment au nom de sa christianisation, etc. Donc, ce n'est pas totalement incongru de s'adresser à Barrès à l'époque. Et Barrès, à l'époque, c'est encore l'homme qui a publié des livres sur l'égotisme, la liberté individuelle, l'affirmation de soi, etc. Alors que plus tard, il y aura des livres insistant davantage, des essais insistant davantage sur l'enracinement dans une société, le poids des morts sur les vivants, etc. Barrès a beaucoup évolué au cours de sa carrière intellectuelle. Bon, tout ça a fait l'objet de beaucoup d'études et je ne vais pas épiloguer plus longtemps. Et voilà ce que René Maran écrivait
7-8 ans avant son prix Goncourt, même 5 ans avant seulement, ou 4, nous sommes ici, donc dans les colonies, dans l'Oubangui-Chari, plusieurs, à étouffer sous une honte inavouable. Sous prétexte de civiliser des peuplades énervées, donc ayant perdu leur énergie, nous les avions surchargés de prestations de toutes sortes, nous les avions asservis. En échange, de nous, elles ne recevaient que du dédain, du mépris et des coups. Cela se sait dans les milieux coloniaux, on se garde de le dire. Nous, les fonctionnaires, nous ne sommes pas venus ici pour être des négriers. Nous en avons assez de rasier ces malheureux, tirailleurs volontaires qu'on attache pour qu'ils ne se sauvent pas. Nous en avons trop fait déjà, trop vu, qu'on ne nous oblige pas à salir nos mains davantage. La France ne peut pas nous demander cela, ce n'est pas vrai. Vous voyez là, le côté, la façon dont il exprime sa colère, c'est un peu un écorché vif, et il le fait avec une sorte presque de candeur, enfin, par rapport à Barrès. On ne sait pas trop. Alors, il y a des allusions, parce que les lettres vont se prolonger plusieurs années. Il y a des allusions dans les courriers, dans les lettres de Maran, au fait que Barrès aurait répondu de façon assez bienveillante, en l'encourageant. Enfin, mais on n'a pas les lettres de Barrès, en tout cas. Xavier Luce, le jeune chercheur qui a publié, qui a révélé ces lettres de René Maran à Maurice Barrès, n'en parle pas. Je voudrais être calme, comment l'être? Lorsque je suis entré dans l'administration coloniale, j'étais loin de penser que j'allais devenir une manière de bandit, je ne suis pourtant pas autre chose. Autres extraits de lettres, car je suis français, français de cœur et d'esprit, passionné de la France et du génie de sa langue. Je ne pouvais pas ne pas être patriote. Je suis né à la Martinique, mais c'est Bordeaux qui est ma ville natale. C'est la France qui est mon pays. J'ai toujours vécu et chaque congé me ramène à lui. Celle du commerce triangulaire, quand même. Hein. Je voudrais vous inciter à attaquer cette légende que l'on forme sur l'inépuisable richesse humaine de nos colonies d'Afrique. On n'envoie pas des moutons à l'assaut des tranchées Boches, alors qu'on laisse chez eux ces involontaires. Et là, vous voyez qu'on est en juillet 17, on est encore pendant la guerre de 14, qu'on laisse chez eux ces involontaires qui ne comprennent pas et qui ne savent qu'une chose, c'est qu'après les avoir accablés d'impôts, de taxes et de vexations, on veut les envoyer à la tuerie comme un châtiment. Donc une protestation très, très vive contre la conscription obligatoire des tirailleurs. Et là, il donne une explication. Vous voyez à présent pourquoi je vous ai écrit. Une immense gloire s'attache à votre nom, à vos œuvres, à votre vie politique, la seule qui nous soit connue. Nous voudrions vous voir, vous dresser entre nous et cette ignominie. Bon, Barrès n'en fera rien, il va juste encourager un petit peu l'auteur de ces lettres exaltées, mais il ne fera pas davantage. Et encore un extrait du 8 décembre 1918, un nègre quel qu'il soit, ou qu'il soit parvenu sur l'échelle de l'intelligence, ne peut prétendre qu'à des emplois subalternes, ceux de premier rang ne devant sans aucun prétexte lui être attribués, et c'était effectivement la politique tout à fait officielle de l'époque, à ceci près qu'évidemment c'est un Antillais transféré dans l'Oubangui-Chari, enfin c'est un cas très particulier, et Félix Eboué va être un peu un contre-exemple de ça. Voilà. Alors, est-ce que j'ai déjà cité ça? Oui, j'ai déjà cité ça. Des lettres, il y a des livres très touchants. C'est vrai que c'est vrai qu'on se met à sa place, c'est révoltant, quoi. Hein. Toujours aujourd'hui contre ça, quoi. Quand on entend parler des bienfaits de la civilisation occidentale, enfin celui qui a bracelet électronique, mais pas pour cette raison-là. Un article de l'écrivain Nimrod, récent, c'est évidemment un pseudonyme, René Maran, André Gide, un soupçon de proximité, puisque Gide ne parle jamais de René Maran, alors que bien des thèmes du roman de Gide, en fait, reprennent les thèmes de Maran. Puis on ne peut pas imaginer que Gide n'ait pas lu le Goncourt 1921. Lui qui travaillait dans l'édition, etc., il a forcément lu René Maran, mais il n'en parle jamais, alors que les dénonciations de Gide vont recouper en partie celles de René Maran. Bon, on est en 1925 quand Gide commence ses préparatifs, et c'est quand même une période assez particulière.
il y a des combats intellectuels d'une vigueur incroyable qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, et notamment le surréalisme. Il y a aussi la psychanalyse qui bat son plein à l'époque. Et il y a, à propos de la colonisation, une polémique d'une violence étonnante entre Claudel, qui est l'homme installé par excellence, et les jeunes surréalistes. Et Claudel a donné une interview qui évidemment avait tout pour déplaire aux surréalistes. Il décrète: quant aux mouvements actuels, pas un seul ne peut conduire à une véritable rénovation ou création, ni le dadaïsme, ni le surréalisme, qui ont un seul sens, pédérastique. C'est quand même... bon, nul ne peut être... voilà, quand on fait des prophéties de ce genre, attention quand même. Alors, plus d'un s'étonne, poursuit Claudel, non que je sois bon catholique, mais écrivain, diplomate, ambassadeur de France et poète. Mais moi, je ne trouve en tout cela rien d'étrange. Pendant la guerre, je suis allé en Amérique du Sud pour acheter du blé, de la viande en conserve, du lard pour les armées, et j'ai fait gagner mon pays 200 millions. Alors évidemment, les surréalistes vont se jeter sur cette partie-là de l'interview, et on a le tract surréaliste du 1er juillet 1925 qui va être affiché dans pas mal d'endroits de Paris, qui va être beaucoup utilisé par les surréalistes. Lettre ouverte à M. Paul Claudel, ambassadeur de France au Japon, puisque c'était la fonction qu'il occupait à l'époque. Monsieur, notre activité n'a de pédérastique que la confusion qu'elle introduit dans l'esprit de ceux qui n'y participent pas. Peu nous importe la création, puisque Claudel se revendiquait comme créateur. Nous souhaitons, c'est une phrase étonnante, nous souhaitons de toutes nos forces que les révolutions, les guerres et les insurrections coloniales viennent anéantir cette civilisation occidentale dont vous défendez jusqu'en Orient la vermine, et nous appelons cette destruction comme l'état de choses le moins inacceptable pour l'esprit. Vous voyez le côté extrême de ces affrontements, c'est assez étonnant. Nous saisissons cette occasion pour nous désolidariser publiquement de tout ce qui est français, en parole et en action. Nous déclarons trouver la trahison et tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, peut nuire à la sûreté de l'État, beaucoup plus conciliable avec la poésie que la vente de grosses quantités de lard pour le compte d'une nation de porcs et de chiens. Écrivez, priez et bavez. Encore, j'ai raccourci. Hein. Écrivez, priez et bavez. Nous réclamons le déshonneur de vous avoir traité une fois pour toutes de cuistre et de canaille. Donc voilà le genre de gentillesse qu'on s'échangeait. Voilà. Alors, les cours d'Antoine Compagnon ont souvent été l'occasion d'évoquer les combats féroces entre intellectuels. Et donc là, de cette manière, je prends un peu le relais, à ma petite mesure, bien sûr. Mais alors, qui a signé ça? Parmi les signataires de ce texte ardent, on a quand même quelques grands noms. Hein. Louis Aragon, Antonin Artaud, Joël Bousquet, André Breton, René Crevel, Robert Desnos, Paul Éluard, Max Ernst, Michel Léris, André Masson, Benjamin Perret, Philippe Soupeau, Roger Vitrac. C'est quand même une belle brochette. Et je n'ai cité qu'une partie, parce qu'il y a aussi quelques noms inconnus, évidemment, parmi ces jeunes surréalistes. C'est l'époque 1925 où le surréalisme est au plus près du Parti communiste, tout en voulant garder une activité parallèle et pas inféodée. Mais enfin, il y a des surréalistes qui entrent, par exemple, dans la revue Clarté, du Parti communiste. Mais très vite, les communistes vont se méfier de ces gens incontrôlables, et bientôt, on finira par découvrir que le surréalisme et le communisme sont plutôt incompatibles que conciliables. Voilà. Mais vous voyez, les guerres et les insurrections coloniales viendront anéantir cette civilisation occidentale. On est là c'est une des premières manifestations d'un rejet de la colonisation, d'un rejet de principe de la colonisation, et pas simplement des abus de la colonisation. Et ça, c'est intéressant. Mais en même temps, la revendication de la traîtrise, du fait qu'on n'est pas français, que la patrie, c'est plus une notion, etc., va évidemment rejeter, ça va être du pain béni pour l'extrême droite qui va dire, mais vous voyez, si vous rejetez les colonies, c'est que vous êtes anti-français. Et ça a toujours été un argument du parti coloniste ou colonialiste, hein, de dire que si on s'oppose à la colonisation, ben, c'est qu'on est un ennemi de la France. Bon, le chantage à vous n'êtes qu'un ennemi de la patrie, ça existe encore aujourd'hui, comme vous le savez.
Voilà, donc, alors je vous renvoie très cursivement, c'est un article très intéressant, j'ai trouvé tout à fait remarquable, dans le livre noir du colonialisme dirigé par Marc Ferraud, il y a un très bel article de Marcel Merle, L'anticolonialisme, qui passe en revue tous les mouvements anticolonialisme, et il commence à l'école de Salamanque au XVIe siècle, Bartholomé de Las Casas, etc., enfin, toute la défense religieuse, la critique religieuse de la colonisation, et il arrive jusqu'à la critique communiste ou gauchiste. Il cite des textes tout à fait extraordinaires de Necker, de Rousseau, de Turgot. Ils sont extrêmement intéressants. Il y a un texte de Necker qui est d'ailleurs inclus dans le fameux tableau financier que Necker a publié à compte d'auteur, vous savez, pendant qu'il était ministre de Louis XVI, où il explique que pour une différence de peau, pour une différence de texture des cheveux, etc., on méprise les gens. Etc. Il est contre la colonisation. Necker était contre la colonisation. Il estimait que ça n'allait pas rapporter grand-chose. Il y a un argument à la fois humaniste et économiste. Rousseau a dit avec la plus grande clarté possible que le droit de conquête, ce n'est pas un droit, que c'est le droit du plus fort, que c'est le contraire du droit, que esclavage et droit sont des termes totalement antithétiques. Enfin, il y a des textes de Rousseau extrêmement forts, et Turgot a fait des choses tout à fait équivalentes. Donc tout ça est repéré par Marcel Merle, qui ensuite consacre des pages très intéressantes aux positions incroyablement ambiguës de Jaurès et de Blum, parce que même chez le jeune Blum, quand il est une figure montante du Parti socialiste, on trouve un texte qui ressemble beaucoup à au fameux discours de Jules Ferry, à savoir le droit des civilisations supérieures à coloniser les civilisations inférieures. Léon Blum a écrit des textes. C'est dommage. C'est dommage. Il va évoluer lui aussi. Beaucoup de personnages vont évoluer au fil du temps. Mais enfin, les socialistes n'étaient. Il y avait l'idée que Jaurès disait. Ça fait partie de la vie humaine, ça fait partie de l'essence de la vie, de s'épandre, de répandre ses lumières, et on ne peut pas empêcher la France de se lancer dans ce grand mouvement. Alors certes, il faut corriger les abus, il faut empêcher l'exploitation, etc., mais aller contre ce grand mouvement d'expansion qui est la caractéristique de la France, il n'en était pas question pour Jaurès. Vous voyez, donc, tous ces auteurs sont très ambivalents, et Marcel Merle, ce très beau chapitre, l'expose très bien, et au fond conclut que si la décolonisation a eu lieu, c'est d'abord à cause des colonisés eux-mêmes, ce sont les arguments économiques qui ont pesé davantage finalement dans la décolonisation que les arguments de droit, les arguments humanitaires. Voilà, donc je vous renvoie à ce chapitre du livre noir du colonialisme. Alors parlons maintenant d'André Gide et suivons-le dans son voyage au Congo qui va se dérouler de juillet 25 à 26. Enfin, il part de Bordeaux et il revient à Bordeaux, donc c'est en incluant la totalité de la trajectoire. À l'époque, il a 55 ans. Il est très solide physiquement parce que même s'il va profiter des chaises à porteurs, il va aussi beaucoup marcher. Il est résistant et de façon tout à fait étonnante. Et il a déjà une œuvre très abondante, vous voyez, les nourritures terrestres, l'immoraliste, la porte étroite, les caves du Vatican, la symphonie pastorale, Si le grain ne meurt. Il vient d'achever Les faux monnayeurs quand il part en mission, en voyage. Il a aussi publié Corridon, donc la trilogie où il commence à afficher, à faire son coming out, comme on ne disait pas à l'époque, d'homosexuel, vient de paraître, est en cours de parution. Pourquoi fait-il ce voyage au Congo? Alors, lui-même a donné des explications, c'est un peu équivoque. D'abord, il dit « c'est un rêve de jeunesse. J'ai toujours rêvé d'aller au Congo, et c'est un voyage de curiosité, et son inspirateur, c'est un pasteur protestant, Élie Allégret, qui était missionnaire au Congo, qui ensuite est passé au Cameroun et qui lui avait beaucoup parlé du Congo. Élie Allégret, c'est le père de Marc et d'Yves Allégret, Marc le photographe, Élie le cinéaste. Voilà, c'est Yves, je crois, qui va être le père de Catherine Allégret. Enfin,
Bon, il fait une chose assez curieuse, Élie Allégret, il est très très ami avec Gide, qui est protestant lui aussi, et quand il part en mission pendant des mois et des mois au Congo, il décide de confier ses enfants à Gide. Et, Gide va devenir l'amant de un ou deux des enfants. Enfin, tout ça est un peu obscur, mais enfin, voilà, c'était peut-être pas la chose à faire. Mais bon, il n'y a pas de jugement à formuler, mais enfin, à l'époque, ça a paru curieux. Donc, mais l'élément déclencheur, c'est qu'il est très lié à Marcel de Coppet, qui est un administrateur colonial lui aussi, et c'est le gendre de Roger Martin du Gard, qui était un grand ami d'André Gide. Donc il y a des liens, il y a des relations. On est dans un réseau de relations, dans des recommandations, etc. Et Marcel de Coppet obtient pour Gide une mission. Alors c'est une mission sans frais, c'est une mission qui va lui permettre d'être reçu par les administrateurs locaux, de bénéficier du service de portage, d'alimentation des porteurs, etc. etc. Enfin, j'entrerai dans les détails dans quelques instants. Mais lui, il voit ça aussi d'abord au début, parce que la mission, ça ne lui paraît pas sérieux, c'est juste un moyen de faire le voyage dans les meilleures conditions possibles. Il y voit d'abord un voyage d'agrément. Alors c'est un passionné de nature, naturaliste. Une grande passion, c'est la chasse aux papillons. Donc on a des pages sur les différents les papillons qu'il collectionne. Il a toute une boîte où évidemment, il entasse, il perce ces papillons. Bon, il aime beaucoup ces animaux. Il va transporter pendant des mois et des mois pendant son voyage un lémurien en le transférant de la forêt vierge au désert du Tchad. Et là, évidemment, la pauvre bête va mourir parce qu'elle était manifestement transplantée dans un milieu qui ne lui convenait pas. Voilà, donc il y a des descriptions de la forêt. C'est un naturaliste, il herborise, il s'intéresse à la flore, à la flore et à la faune. Enfin, Marc Allégret l'accompagne. Marc Allégret, c'est à 25 ans à l'époque, il est né en 1900. Et lui, il fait carrément, il chasse. Marc Allégret chasse dès qu'il peut les oiseaux, les fauves, etc. Donc on est vraiment dans le voyage colonial dans toute sa splendeur. Voilà. Et puis, parmi les agréments, il y a la pédophilie, parce que, alors ça, on le sait grâce au carnet de Marc Allégret, il y a toute une série de passages dans le journal de Gide qui sont quand même très ambigus. Et d'ailleurs, à l'époque, un journaliste, parce que va relire tous ces passages et déceler toute la charge pédophile qui s'y trouve. En évoquant d'ailleurs la psychanalyse, parce qu'il constate que Gide a une certaine préférence pour certaines plantes falliformes ou des choses de ce genre. Enfin, et cette lecture dès l'époque est assez intéressante, et l'auteur en question s'indigne que le gouvernement français ait pu accorder une mission à quelqu'un qui détourne les mineurs et quelqu'un qui est une sorte de prédateur sexuel. Enfin, bon, mais évidemment, l'époque a complètement changé. Hein. On n'est plus du tout... même si c'était quand même très, très débattu à l'époque, comme toujours. Hein. Je reviens inlassablement sur ce thème, sur le fait que tout était objet de débat. Et il y a donc, dès l'époque, dès 1927, dès la publication du journal, quelqu'un qui lit absolument... Voilà, ils arrivent dans un village, les enfants se précipitent, venez à moi les petits-enfants, il dort avec eux, voilà. Et Marc Allégret allait plus loin, puisque selon les carnets de notes de Marc Allégret, lui, c'était les petites filles de 6 ans à 12 ans. Et Catherine Kokry-Vidrovitch, dans la préface d'une des rééditions du journal de Gide, fait allusion à ces comportements. Donc on est là dans ce que la CHAC, l'association de Pascal Blanchard, a souligné, hein, tout cet aspect prédation sexuelle qui existait aussi, qui était une des formes de la relation coloniale pour tous ceux qui essayaient de trouver comment on dit le lecteur critique de la chair fraîche, c'était l'expression utilisée à l'époque. Bon, tout ceci transparaît dans le journal de Gide, pas plus, beaucoup plus clairement dans le journal
de voyage de Marc, mais qui, lui, est resté inédit jusque dans les années 80. C'est un chercheur du CNRS qui, récemment, a retrouvé le journal de Marc Allégret et l'a publié. Donc, Gide a obtenu une mission d'enquête du ministère des Colonies. Mais Allégret, est-ce que c'est le père de Catherine Allégret, qui est la fille de... Comment elle s'appelle? Yves Montand et cette actrice-là. Est-ce que d'or? Mais je sais pas. Mais peut-être je me trompe en plus. Je ne peux pas chercher, là, c'est pas pratique. Et on a prétendu, c'est pas très clair, que c'était une mission d'enquête sur le comportement des compagnies concessionnaires forestières. Il va effectivement faire cela, mais au début, manifestement, il n'a pas conscience que tel est l'objectif de la mission. C'est simplement une mission qui va lui donner des moyens, qui va assurer ses moyens de transport, d'alimentation, de voyage, etc., auprès de tous les administrateurs locaux. L'itinéraire est assez long, il est assez compliqué, il y a des va-et-vient, il y a des... ils arrivent en bateau à Dakar, Conakry, Libreville, Pointe-Noire, donc ils remontent vers Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, ils arrivent à Brazzaville, avec des rameurs, puisqu'ils bénéficient d'un service de portage, mais aussi d'un service de pagayage. Ils vont traverser le Stanley Pool, cette espèce de grand lac qui entoure Kinshasa, qu'on appelle le Pool Malébo actuellement, et puis ils vont pénétrer à l'intérieur de l'Ubangi-Chari jusqu'à Bangui, qui était à l'époque, comme dit Catherine Wiedrewitsch, une petite bourgade. Et ensuite, comme Marcel de Coppet a été nommé gouverneur du Tchad, qui est donc l'un des 4 ou 5 éléments de l'AEF, eh bien, il décide de poursuivre le voyage jusqu'à Fort-Lamy, Fort-Archambault, Fort-Lamy, vers le nord, jusqu'au Tchad, avec un changement complet, évidemment, de paysage, puisqu'on va quitter la forêt équatoriale vers des steppes et carrément le désert. C'est un voyage qui coûte cher. Et donc, pour financer le voyage, eh bien, il vend aux enchères une partie de sa bibliothèque, des manuscrits originaux qu'il détenait, et ça lui rapporte 86 000 francs. Alors, j'ai regardé sur la table de conversion de l'INSEE, ça existe, vous pouvez regarder combien ça valait, combien ça vaudrait aujourd'hui en euros, donc l'équivalent de 68 000 euros quand même, pour financer son voyage de quelques mois. Je précise que le journal du voyage au Congo a été X fois publié, réédité. Il y a 4 éditions intéressantes. Chez Payot, avec une préface de Catherine Coquery-Wiedrewitsch. Aux éditions du Détour, avec une préface d'Hélène Blais, c'est cette géographe spécialiste du tracé des frontières dans le monde colonial. Aux éditions Artaud, une préface de Jean-Claude Perrier qui est très très précis. Et puis vous avez surtout dans la Pléiade tous les souvenirs et voyages de Gide, y compris le fameux retour de Moscou, qui lui date d'après la Seconde Guerre mondiale, s'est réuni dans un volume de la Pléiade avec force annotation d'un chercheur du CNRS, Daniel Duroset. Mais on peut aussi retrouver une partie de ces annotations dans le BAAG ou le BAG, qui est le bulletin des amis d'André Gide, où il y a beaucoup de choses qui sont publiées, d'ailleurs souvent, pas toujours à l'honneur de Gide, ce bulletin des amis d'André Gide est en fait assez neutre, et chaque fois qu'il y a des inédits ou des textes de l'époque, et en particulier on trouve dans le bulletin des amis d'André Gide tout le dossier de presse de l'époque, c'est-à-dire toutes les réactions de presse importantes qui comptent au voyage de Gide, dont la réaction outrée que j'ai mentionnée, mais il y a la réaction des communistes, des surréalistes, des grands quotidiens de l'époque, etc. Enfin, c'est très intéressant d'avoir ce dossier de presse publié assez récemment d'ailleurs par le bulletin des amis d'André Gide, auquel Duroset donc a beaucoup contribué. Alors, c'est un voyage dont les conditions sont très très particulières. Il est accompagné donc de Marc, je vous l'ai dit, qui a 25 ans, qui va être son secrétaire, son amant et son organisateur. C'est un multifonction. Et la mission va alterner tous les moyens de transport.
il y a les routes automobilisables. Gide emploie toujours, au lieu de dire carrossables, comme on dirait aujourd'hui, il dit automobilisables. Mais ça n'est qu'une partie du trajet. Il y a le portage en tipois, cette espèce de brancard porté par quatre hommes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a la marche à pied, car il marche aussi beaucoup. Gide pouvait faire 15 km par jour dans des terrains difficiles. Et puis, quand on est sur le lac Tchad, qui n'est pas très profond, enfin, qui prenait à l'époque une surface considérable, la baleinière à rameur, ou bien pour traverser le Stanley Pool près de Léopoldville. Il transporte une cargaison énorme. Il y a du matériel cinématographique, parce que Marc Allégret veut tourner un documentaire, il le fera, il tournera un documentaire sans grand intérêt, un documentaire assez pittoresque, assez ethnographique. Et Gide, dans le journal, révèle que Marc Allégret prenait des enfants ou des gens, leur faisait tourner des scènes de danse, de mariage, etc. Et Gide dit oh là là, ça manque de spontanéité, c'est vraiment pas comme ça que moi j'aurais fait. Enfin bon, c'est un passage assez intéressant sur ces mises en scène ethnographiques qu'on pouvait faire à l'époque. C'est une mission gratuite. Comme Cousteau avec les poissons. Il est ami de Marcel de Coppet. Alors là, qui sera nommé gouverneur du Tchad pendant le voyage. Là, il y a pas une controverse, mais enfin, quand on lit les auteurs qui sont penchés sur cette histoire, certains disent que c'est parce qu'il était l'ami de Marcel de Coppet, un gouverneur colonial, qu'il a plutôt pris pour cible les compagnies concessionnaires que le régime colonial lui-même, l'administration coloniale. Même s'il y a quelques allusions dans son texte sur le fait que tout ce système ne peut marcher que sur la base d'une complicité étroite entre le système administratif et les compagnies privées. Mais c'est vrai que Gide dénonce les compagnies concessionnaires et il est, on le verra, très indulgent par rapport à l'administration coloniale. Et donc, du coup, ce statut de missionnaire, au sens administratif du terme, eh bien, va lui donner automatiquement droit à l'assistance de tous les postes administratifs. Il y a des gîtes dans lesquels ils peuvent dormir, il y a des prestations en manioc que les villageois doivent fournir, c'est une réquisition aux porteurs, et les porteurs, selon les périodes, il va y avoir 8 ou 9 équipes de porteurs qui vont se succéder, ou de pagayeurs, ils sont entre 60 et 100. Le matériel à transporter était énorme. Gide, notamment, transporte une grosse partie de sa bibliothèque. Il a vendu une partie de sa bibliothèque pour financer le voyage, mais une autre partie fait partie du voyage. Et c'est tout à fait étonnant, et on verra que ces lectures de grands classiques européens occupent une certaine partie du voyage. On se charge, les administrateurs locaux se chargent de lui recruter des équipes de porteurs, de lui recruter des guides, et réquisitionnent aussi les villageois pour que les porteurs aient à chaque étape la nourriture nécessaire, essentiellement du manioc, et on verra qu'en fait ça ne marche pas toujours, et que Gide est furieux quand ça ne marche pas. Donc voilà un peu le singulier voyage, et en même temps ça en dit long sur la façon dont on pouvait voyager à l'époque. Et du coup, le journal de Gide, il est très hétéroclite, il est très étonnant. Il y a des descriptions absolument magnifiques des paysages, du climat. Bon, il trouve quand même que souvent le paysage est très très monotone, et constamment il y a la comparaison avec les paysages français qui eux sont structurés, sont individualisés, sont spécialisés, alors qu'en Afrique on a d'énormes étendues vides, ennuyeuses, le ciel est très souvent gris le matin quand on se réveille. Enfin, il y a des contrastes entre les... Mais de temps en temps il admire certaines parties de la flore, de la faune, etc. Bon, j'ai déjà évoqué ce qu'il fait. Il décrit, et ça c'est une des parties les plus intéressantes évidemment de son journal, les populations des villages. Il ne comprend pas très bien pourquoi ces populations souvent sont complètement fermées, renfrognées, détournent les yeux, sont misérables, sont dans un état moral et sanitaire épouvantable. Mais de temps en temps, il y a aussi des accueils enthousiastes, on ne sait pas trop s'ils sont commandés ou pas.
Ils s'aperçoivent à un moment que des femmes sont presses de désherber tout le chemin avant leur arrivée dans le village. Enfin, vous voyez, il y a un côté à la Potemkin comme ça qui est assez frappant. Et Gide, qui a une culture musicale très très poussée, décrit aussi des scènes des airs, enfin des scènes de chant collectif chez les rameurs, par exemple, ou des scènes de danse, et il note les rythmes. Et il est très étonné de la complexité des rythmes qui va au-delà de ce qu'il avait pu imaginer chez des gens si peu civilisés. Alors, donc son côté musicologue, enfin ethnomusicologue, il aurait pu faire un très bon ethnomusicologue. Enfin, c'est vraiment, ce sont des passages étonnants, parce qu'il avait une maîtrise technique, il était capable d'identifier ce qui, dans ces musiques exotiques, ne ressemblait pas du tout à des musiques européennes. Et bien sûr, la partie centrale, celle qui va le plus intéresser, qui va le plus l'occuper, notamment dans les réactions, pour réagir aux réactions que son livre a provoquées, c'est la dénonciation des exactions commises par les compagnies d'exploitation. On va voir ça en détail. Et en même temps, on a droit à des appréciations sur les grands chefs-d'œuvre de la littérature européenne. Il lit Bossuet, il compare les oraisons funèbres d'Henriette de France avec je ne sais qui, et il trouve que l'une est meilleure que l'autre, etc. Enfin, on a droit à tout ça alors qu'il est sur son brancard transporté par les indigènes à travers la forêt. C'est complètement, pour le coup, là, surréaliste. Ouais, si on doit entendre un peu. Et tout ça, c'est la bibliothèque qu'il a emportée avec lui. Et que ses porteurs, à raison de 20 ou 30 kilos par tête, doivent porter. Hein, après, je ne parle pas beaucoup, c'est vrai, dans mes streams. Je devrais forcer à parler plus, mais en même temps, bon, déjà, je dessine. Quand j'écris des lettres, c'est compliqué de parler. Mais en plus, quand il y a François Héran qui... Bah, c'est passionnant, moi j'écoute, hein, j'ai pas grand-chose à ajouter, quoi. Voilà. Refaire des réflexions comme ça, drôlatiques ou pas, mais je vois pas tellement l'intérêt, quoi. C'est intéressant de l'écouter simplement, quoi. Bah, alors, bon, c'est pas une plus-value exceptionnelle, si ce n'est que je dessine, voilà. C'est déjà pas mal. Finalement. Même d'écrire des lettres de BD. Bon, allez, je remets. Ceux qui ont déménagé une bibliothèque savent ce que ça représente. Alors là-dedans, il y a les grands classiques, Corneille, La Fontaine, Racine, Molière, Bossuet, Baudelaire. Il se récite les Fleurs du Mal, il apprend de nouvelles pièces des Fleurs du Mal, etc. Il lit dans le texte, en anglais, Shakespeare, Milton, Conrad et d'autres. Il lit beaucoup Goethe, c'est l'auteur qu'il cite le plus souvent. C'est quand même très chic de dire Goethe en allemand. Ouais. Mais il fait des incursions également dans la littérature russe, et en même temps il se plaint parce que dans ces tipois, ces brancards, il n'y a pas moyen de lire, on est trop secoué. Et on ne peut même pas écrire ou prendre des notes, donc de temps en temps il descend de sa chaise à porteur en quelque sorte pour pouvoir lire en marchant. Alors bon, ça c'est le grand dilemme des intellectuels. Est-ce qu'on lit en marchant ou est-ce qu'on marche en lisant? Bon, et puis, un jour, très tôt dans le voyage, dès le mois... Trop tard. Marianne? Bon, ben, tant pis. D'octobre, puisque le voyage va durer jusqu'au printemps de l'année suivante, il apprend, il est sollicité, parce qu'on comprend qu'il n'est pas un blanc comme un autre, qu'il n'est pas lié à l'administration coloniale comme d'autres le seraient. Il reçoit des confidences de gens qui se plaignent de mauvais traitements reçus par des administrateurs ou par plutôt des gardes-chiourmes utilisés par les administrateurs ou des chefs locaux. Et il récupère le journal d'un Européen qui passait son temps à chasser les fauves dans les environs. Et ça va lui servir à corroborer le récit oral, les récits oraux qu'il a obtenus par ailleurs. Il fait un recoupement entre le témoignage de ce chasseur et les témoignages oraux qu'il va recueillir. Et voilà ce qu'il écrit, par exemple, à Bambio, le 8 septembre.
10 récolteurs de caoutchouc travaillant pour la compagnie forestière, donc cette compagnie unique qui a des centaines de milliers d'hectares, pour n'avoir pas apporté de caoutchouc le mois précédent, mais ce mois-ci ils apportaient double récolte de 40 à 50 kilos, furent condamnés à tourner autour de la factorerie sous un soleil de plomb et porteurs de poutres de bois très pesantes. Des gardes, s'ils tombaient, les relevaient à coups de chicotte. Le bal, entre guillemets, commencé dès 8 heures, dura tout le long du jour sous les yeux de messieurs Pacha et Maudurier, l'administrateur local et un chef local, agent de la forestière. Vers 11 heures, le nommé Malingué de Bagouma tomba pour ne plus se relever. On en avertit M. Pacha qui dit simplement « je m'en fous » et fit continuer le bal. Oui, alors à l'époque, on n'écrivait pas « je m'en fous » en toutes lettres. Hein, c'était le grand mystère que j'avais quand j'étais adolescent. Il y avait un roman une pièce de Sartre qui s'appelait « La paix respectueuse ». Paix 3 étoiles respectueuse. Et alors ça variait. Il y a des années où Gallimard osait mettre sur la couverture la putain respectueuse et d'autres pas. Il y a toute une histoire à faire de la censure en France. Donc je m'en... Bon, à vous de terminer le mot. Tout ceci se passait en présence des habitants de Bambio rassemblés et de tous les chefs des villages voisins venus pour le marché. Parce que ces sanctions collectives doivent servir d'exemple et donc se font devant le maximum de population. Mais il y a pire encore, et toujours dans ce journal de chasse, et toujours corroborant les récits qu'il a lui-même recueillis, voici ce qu'on trouve. Monsieur Pacha annonce qu'il a terminé ses répressions chez les Bayas des environs de Boda. Bon. Il estime de son aveu le nombre des tués à 1 millier de tout âge et des deux sexes. Les gardes et les partisans étaient obligés, pour justifier leur fait de guerre, d'apporter au commandant les oreilles et parties génitales des victimes. Alors ça, c'est ce qu'on trouve régulièrement dans toute cette époque. Les villages étaient brûlés, les plantations arrachées. L'origine de l'affaire remonte au mois de juillet 1924. Les indigènes de la région ne voulaient plus faire de caoutchouc. L'administrateur de l'époque, M. Bouquet, envoie 4 miliciens accompagnés d'un sergent indigène pour contraindre les gens au travail, d'où bagarre. Un milicien tire. À ce moment, les miliciens sont enveloppés par les indigènes qui les ligotent. Ils sont tués 24 heures plus tard par quelques exaltés, peu nombreux, et qu'il aurait suffi d'arrêter pour liquider l'affaire. Au lieu de quoi, on attendit l'arrivée de Pacha au début de 1925, qui commença les répressions avec une sauvagerie terrible. La cause de tout cela, c'est toujours le chasseur qui parle, mais et Gide acquiesce, adhère totalement à son explication, c'est la CFSO, la compagnie forestière Sangaou-Bangui, donc c'est une grande compagnie qui avait unifié toute une série de concessions préalables, qui, avec son monopole du caoutchouc et avec la complicité de l'administration locale, réduit tous les indigènes à un dur esclavage. Tous les villages, sans exception aucune, sont forcés de fournir caoutchouc et manioc pour la CFSO, le caoutchouc au prix d'1 franc le kilo, le manioc à 1 franc le panier de 10 kilos. Alors Gide va être extrêmement précis et minutieux dans le calcul des prix. C'est une chose qui va l'intéresser. Il va s'intéresser à la question de savoir à quel prix on achète le caoutchouc, le manioc, etc., des indigènes et comment les administrateurs qui en fait manquaient de ressources et d'argent finalement trichent sur les prix de manière éhontée et en fait rétribuent de façon à un niveau dérisoire le travail énorme accompli par les villageois. Et à ce moment-là, Gide est bouleversé par ces récits, parce qu'il y en a plusieurs qui arrivent à peu près en même temps, et on évolue ce voyage, et il dit, en acceptant la mission qui me fut confiée, je ne savais trop tout d'abord à quoi je m'engageais, quel pourrait être mon rôle, et en quoi je serais utile, parce que c'était juste une mission de recommandation, comme je vous l'expliquais. À présent, je le sais, et je commence à croire que je ne serai pas venu en vain. Alors, ce passage du journal est souvent cité, était souvent cité, pour résumer la découverte de Gide, l'évolution de Gide, la conversion en quelque sorte. Et il poursuit le jour suivant, désormais une immense plainte m'habite, je sais des choses dont je ne puis pas prendre mon parti, quel démon m'a poussé en Afrique? Qu'allais-je donc chercher dans ce pays? J'étais tranquille, à présent je sais, je dois parler, je veux passer dans la coulisse, de l'autre côté du décor, connaître enfin ce qui se cache, cela fut-il affreux, c'est cet affreux que je soupçonne
que je veux voir. Et on va donc aborder du coup la question du portage. Voici à quoi ressemblaient les fameux tipois dans lesquels Gide lui-même a voyagé. Ces espèces de palanquins, de brancards portés par 4 hommes avec lesquels les coloniaux pouvaient franchir les fleuves, les terrains les plus boueux, les plus difficiles. Alors, ça peut s'écrire avec ou sans eux, tipoi, tipois, bon, une sorte de palanquin. Et là, vous avez une carte postale qui date de 1910, mais la description précise qu'en donne Gide alors, il y avait une variante avec des espèces de palmes qui passaient au-dessus du passager et qui l'abritaient des rayons du soleil. Là, on a un palanquin sans couverture, en quelque sorte. Voilà. Donc, c'est une caravane de porteurs qui, accompagne Gide, en gros, 60 à 100 hommes selon les cas. Quelques exemples. Levé avant 5 heures. On plie bagages. Sur l'arène, derrière la maison, sont groupés nos porteurs, 60 hommes, plus un milicien, un guide indigène, nos 2 boys et le cuisinier, plus encore 3 femmes accompagnant le milicien et le guide. Ça, c'est le 31 octobre. Nous touchons au but, il était temps, nous sommes recrus de fatigue, tous, mais somme toute, aucun accroc sérieux durant ces 5 jours de marche. Hier, par prudence, nous avions recruté 5 tipoyeurs de renfort, car les nôtres font pitié. Et vous avez régulièrement comme ça des petites allusions qui font froid dans le dos, parce qu'on voit en plus que 5 jours de marche, c'est quand même beaucoup dans un milieu pareil. Crise du portage. Nos porteurs veulent tous repartir, du moins les 60 recrutés par l'administration. Donc c'est recruté de force. On a apporté pour eux hier une grande quantité de bananes, mais très peu de manioc, ce qui cause un grand mécontentement. Nous voici fort embarrassés, car dans l'absence de tout représentant de l'autorité française, il est extrêmement difficile de trouver ici des remplaçants. On ne pouvait trouver des remplaçants qu'évidemment avec l'autorité. Et d'autre part, il nous paraît inhumain d'emmener ces gens beaucoup trop loin de leur village. Donc on ne peut pas, le groupe qui doit repartir, parce qu'en principe il est relayé par un autre groupe de porteurs, on ne peut pas les garder de force, parce qu'à ce moment-là, ils commencent à être vraiment très très loin de leur village, et ça, Gide y est sensible. Et vous voyez, ces comportements très très ambivalents, évidemment. Il est dans le système, et en même temps, on décrit tous les dysfonctionnements, comme on dit aujourd'hui par euphémisme, un mot qui n'existait pas à l'époque. Je prends de plus en plus en horreur le tipois. Alors, là, on est le 10 novembre. L'étape était beaucoup plus longue qu'on nous avait dit. Et parti à 8 heures, nous n'avons atteint Gama que le soir. Là, il met une note que je ne reproduis pas, mais qui consiste à dire que les administrateurs, eux, avaient souvent 3 équipes de porteurs qui se relayaient. Et donc, il n'y avait pas besoin d'avoir des périodes de repos. Et donc, du coup, les temps de parcours signalés par les administrateurs étaient beaucoup plus courts que les temps de parcours que Gide découvre, parce qu'il y a quand même des moments de repos qui sont ménagés pour les porteurs. Certains de nos porteurs étaient recrus de fatigue. Un pauvre vieux en particulier, là, il y a l'idée aussi que ce n'est pas uniquement des jeunes qui sont mobilisés là-dessus. Un pauvre vieux en particulier nous montrait les ganglions de son aine, gros comme des œufs de poule. Nous n'avions pu obtenir que 40 porteurs, de sorte que quelques charges portées par 2 jusqu'alors devaient être assumées par un seul. Alors vous voyez, il y en a 60, il y en a 80, voilà qu'au moment du relais, il n'y en a plus que 40, on garde les mêmes charges, et simplement, ça fera 1,5 fois, 2 fois plus par porteur, c'est tout. Il y aura 30 kilos au lieu de 20. Et on comprend tout ça quand on lit. Cette question du portage, et même celle des tipoyeurs, me gâte le voyage. Tout le long de la route, je ne puis cesser d'y penser. Le lendemain, la quinzaine de kilomètres que j'ai faite à pied, ce fut avec un effort extrême, mais je prends de plus en plus en horreur le tipois, où l'on est inconfortablement secoué et où je ne puis perdre un instant le sentiment de l'effort des porteurs. Parce que quand vous êtes dans le tipois, ça bascule, ça balance, puis vous voyez de très près l'effort des porteurs, c'est gênant. Il y a l'aspect aussi de la réquisition alimentaire. Mauvais vouloir du chef du village, arrivé à Nico. Nous nous étions fait précéder d'un coureur afin de trouver le manioc de nos hommes tout préparé,
et de pouvoir le répartir aussitôt. Pas de manioc. Force a été de réquisitionner dans les cases. Nous avons néanmoins payé cet homme stupide et buté, lui laissant entendre que nous lui eussions donné le double s'il avait apporté de lui-même et de bonne grâce cette nourriture dont nos porteurs avaient besoin et qu'il lui était facile de récupérer dans les champs aussitôt. C'est la première fois qu'il nous arrive de devoir faire acte d'autorité. Alors, il va de retour à Paris se documenter un peu sur un certain nombre de ces aspects-là. Il va, notamment grâce à Marcel de Coppet, c'est ce qu'on soupçonne, trouver des documents, des rapports sur des périodes anciennes. Catherine Cockry-Widrowicz, qui connaît évidemment toute cette situation par cœur, lui dit on lui a donné des rapports sur des périodes qui justement ne correspondaient pas aux grandes années de crise. Donc bon, il arrive quand même à se faire une idée de ce qui se passait. Et il cite un rapport de 1902, écrit, là encore, par un chef de subdivision, un administrateur français, qui décrit la situation des Mandjias, donc un des groupes ethniques de l'Obanguichari. Depuis plus d'un an, la situation devient de jour en jour plus difficile. Les Mandjias épuisés n'en peuvent plus et n'en veulent plus. Ils préfèrent tout actuellement, même la mort, au portage. Les villages se désagrègent, les familles s'égayent, chacun abandonne sa tribu, son village, sa famille et ses plantations, va vivre dans la brousse pour fuir le recruteur. Plus de culture, partant, plus de vivres. La famine en résulte et c'est par centaines que ces derniers mois, les Mandjias sont morts de faim et de misère. Les recruteurs doivent se livrer, pour trouver des porteurs, à une véritable chasse à l'homme, à travers les villages vides et les plantations abandonnées. Il n'est pas de moi ou des gardes régionaux, des auxiliaires même du pays, Mandjias à notre service, envoyés au recrutement dans leur propre pays, ne soient attaqués, blessés, tués. Alors vous voyez à quel point le système est pervers, puisque certains Mandjias sont engagés comme recruteurs et doivent recruter leurs compagnons, des villageois de leur propre groupe. Refoulés partout par nos petits postes manu militari pour s'opposer à leur exode en masse, le Mandjia reste caché comme un solitaire traqué dans un coin de brousse ou bien se réfugie dans les cavernes, vivant misérablement de racines jusqu'à ce qu'il meure de faim, plutôt que de venir prendre des charges. Donc là, une description évidemment extrêmement précise. Et il cite un autre rapport de 1904 dans lequel, assez curieusement, on retrouve une phrase absolument identique à celle du rapport de 1902. Dans la zone de Nana, la question du portage devient de plus en plus ardue. Les Mandjias de Nana sont épuisés. Ils font et feront tout pour fuir le portage dont ils ne veulent plus. Ils préfèrent tout actuellement, aiment la mort au portage. La même phrase se répète. Les groupes se disloquent les uns après les autres, sans qu'il soit possible de faire quoi que ce soit pour arrêter ces migrations qui ont fait un vrai désert d'un pays autrefois riche en culture et où était installée une nombreuse population. Donc là, vous voyez ce paradoxe d'une politique qui essaie de fixer des populations pour qu'on puisse les taxer, les réquisitionner, les charger évidemment du travail forcé, et en même temps, évidemment, ces populations sont pressurées à un degré tel qu'elles s'enfuient et que ça crée des migrations de fuite, des migrations de refuge dans des coins plus éloignés de la forêt, etc., avec tout un système de chasse pour pouvoir les récupérer. Là, vous voyez que le lien entre colonisation et immigration est un peu particulier, hein, mais il existe bel et bien. Alors, on a un témoignage d'un chef de subdivision qui voit arriver Gide, très inquisiteur, lui demandant à quel tarif il paie ses porteurs, ses hommes, ses ramasseurs de caoutchouc, etc. Et l'homme n'a pas du tout supporté le comportement de Gide et a écrit, en réponse à la publication du journal, un long article qui figure dans la revue de presse du bulletin des Amis d'André Gide. Gide est assez vexé, il ne va pas répondre, mais il va faire plusieurs allusions et l'homme dit Gide est très large avec ses hommes, hein, il a les moyens de les payer, mais je crois que mes indigènes préféreraient être moins bien payés et ne pas avoir tant de bagages à porter. Bon, voilà comme ça quelques avis contrastés sur... voilà. Il y a un passage assez impressionnant, encore un problème de relais,
Les 4 hommes attendus ne sont pas présents à l'appel. Il faut partir. Nous laissons le garde derrière nous. Ce n'est qu'à la première étape, je veux dire au premier village traversé à 10 km, que nous constatons que les 4 nouveaux porteurs sont des femmes. Tous les hommes valides, nous dit le garde, s'étant esquivés dans la brousse au dernier moment pour échapper à la réquisition. Ce qui ajoute à notre indignation, c'est que les charges laissées aux femmes par nos autres porteurs sont de beaucoup les plus lourdes. Et c'est assez étonnant, il met 10 km à s'apercevoir que les 4 nouveaux porteurs sont des femmes et pas des hommes, parce que les porteurs sont à l'arrière, que lui, avec son petit poids, il ferait la voie. Étape de 35 km, faite pourtant presque entièrement en tipois, rien de plus lassant que ce mode de locomotion lorsque les tipoyeurs ne sont pas supérieurement dressés. C'est un menu trot qui secoue comme celui d'un mauvais cheval, impossible de lire. Et puis, là, oui, comme il balance entre, il a des, enfin, c'est pas des éclairs de lucidité, je sais pas, enfin, en tout cas, il est tiraillé, il est complètement tiraillé entre plusieurs visions, évidemment. Nous avons renvoyé nos porteurs, à l'exception de 12 qui préfèrent ne point nous quitter. Parce que comme Gide payait les porteurs beaucoup mieux que l'administration, du coup, assez régulièrement, il y a certains qui veulent rester avec eux, sinon ils vont être réquisitionnés par l'administration pour d'autres portages qui seront moins bien rétribués. Les 75 autres, alors vous voyez que 12 plus 75, hein, là on se rapproche de 100. Hein. Les 75 autres réquisitionnés à Léré, Léré c'est d'ailleurs le poste où figurait, où travaillait l'administrateur qui a réagi au comportement de Gide, se montrent fort peu satisfaits de partir. On les comprend du reste. Ces pauvres bougres viennent de s'acquitter de l'impôt, le fameux impôt de capitation imposé à toute l'Afrique de l'Ouest. Les voici quittes, la récolte a été bonne, ils vont pouvoir se reposer. Pas du tout. Vous allez faire une trentaine de kilomètres par jour, avec 20 ou 25 kilos sur la tête, en temps de ramadan et par une accablante chaleur, vous éloignez de votre patelin à plus de 12 jours de marche, et ceci à raison de 1,25 franc par jour, nourriture à vos frais, rien pour le retour, esclavage provisoire, je le veux bien, mais esclavage tout de même. Donc là, on comprend que le travail forcé, c'est une forme d'esclavage. Je rappelle que l'institution de travail forcé, elle ne sera abolie qu'en 1946, grâce à une loi qui a été portée par Houphouët-Boigny, qui était à l'époque député à l'Assemblée nationale française. C'est Houphouët-Boigny qui va donc très tardivement obtenir l'abolition du travail forcé. Alors, le problème, c'est que les porteurs s'enfuient et ils sont victimes de représailles absolument terribles. À 1 heure de marche dans la steppe monotone, nous croisons un grand nombre de porteurs. Puis, escortés par des gardes armés de fouets à 5 lanières, une enfilade de 15 femmes et 2 hommes attachés au cou par la même corde. Une de ces femmes porte un enfant au sein. Ce sont des otages, enlevés au village de Dangolo, où les gardes avaient été réquisitionnés 40 porteurs sur l'ordre de l'administration. Tous les hommes, en les voyant venir, avaient fichu le camp dans la brousse. Marc prend une photographie de ce pénible cortège. Alors, dans le documentaire que Marc Allégret va présenter en 1927, il n'y aura rien de tout ça. Il va garder les passages les plus pittoresques, les plus exotiques, mais il n'y a aucun témoignage dans le documentaire de Marc Allégret sur toutes ces scènes que pourtant il a photographiées. Quel sort réserve-t-on aux fuyards? Ce qui nous a retardé, alors ça c'est encore un autre jour, hein, là on était le 21 novembre, maintenant on est le 18 décembre, ce qui nous a retardé, c'est la rencontre, 1 heure après le lever du soleil, d'une troupe de prisonniers emmenés par le capita d'un village voisin, donc une espèce de garde-chiourme. Ils étaient 11, la corde au cou, une corde qui n'était en vérité qu'une ficelle qui les tenait tous reliés. Là, on a l'impression d'une scène du 19e siècle, mais non, on est en 1925-26. Leur aspect était si misérable que le cœur se serrait de pitié à les voir. Un seul d'entre eux ne portait rien, parce qu'il portait des charges de manioc. Un petit de 10 à 12 ans, affreusement maigre, excédé de misère, de jeûne et de fatigue. Par instants, il tremblait de tous ses membres et la peau de son ventre était agitée de frémissements spasmodiques. Ses compagnons de misère, du reste, étaient si lamentables qu'à peine retrouvait-on une lueur d'intelligence en leurs yeux.
Il semblerait qu'ils n'ont pas mangé depuis 5 jours. Ce sont, au dire du capita, des fuyards qui vivaient depuis 3 mois dans la brousse. Il faut bien l'avouer, la maigreur de ces gens, leur apparente détresse, ne nous paraissent pas très différentes de celle des habitants des villages que nous traversons. Rien de plus misérable que les cahutes où ils vivent, entassés pêle-mêle, pas un sourire, pas un salut lorsque l'on passe. Et puis, un dernier passage assez glaçant, c'est ce que j'appelle le mystère des enfants prisonniers. On est le 23 décembre, une nuit très fraîche, froide même vers le matin, écrit André Gide. Pas eu trop de 2 couvertures, de 2 sweaters, de 2 pyjamas et d'un manteau pour achever une nuit commencée sous un simple drap. Je m'étais couché sitôt après dîner, très fatigué par un fort rhume. Marc, cependant, va rôder autour du camp, suivant son excellente habitude de chercher à voir ce qui ne se montre pas au grand jour. Ce qui est bizarre, c'est que cette attitude-là, il ne va pas du tout l'appliquer dans son documentaire. Il rentre tard et très ému par ce qu'il vient de surprendre. Non loin de notre gîte d'étape, à l'abri du camp des gardes, un abondant troupeau d'enfants des 2 sexes, de 9 à 13 ans, parqués en pleine nuit froide auprès d'insuffisants feux d'herbe. Marc, qui veut interroger ses enfants, fait venir Adoum. Alors Adoum, c'est le jeune interprète pour qui Gide s'est pris d'affection, disons, et qui parlait français et qui va servir d'interprète pendant une bonne partie du voyage. Mais celui-ci ne comprend pas le baya. Un indigène se propose comme interprète qui traduit en sango ce qu'Adoum retraduit en français. Les enfants auraient été emmenés de leur village, la corde au cou. On les fait travailler depuis 6 jours sans salaire et sans leur donner rien à manger. Leur village n'est pas si loin, on compte sur les parents, les frères, les amis pour leur apporter leur nourriture. Personne n'est venu, tant pis. Et on n'en saura pas plus, suivant tout un passage pour dire décidément, avec ces indigènes, on ne comprend pas ce qui se passe, ils ne font pas de récit, ils n'expliquent pas vraiment. Parce qu'évidemment, il faudrait qu'ils racontent des scènes de coercition, un système qui ne vont pas comme ça expliquer de façon si directe à un inconnu. Alors Gide, de temps en temps, rêve de pouvoir voyager en Afrique sans porteur. Ici, la forêt vous enveloppe et se fait plus charmante encore. L'eau la pénètre de toutes parts. La route sur pilotis est constamment coupée de petits ponts de bois. Quelques fleurs, enfin, des balsamines mauves et d'autres fleurs qui rappellent les épilobes de Normandie. Donc on a sans cesse le côté herboriste de Gide qui apparaît. J'avance dans un état de ravissement et d'exaltation indicible, sans me douter, hélas, que nous ne reverrions rien d'aussi beau. Ah, pouvoir s'arrêter ici. Pouvoir y revenir sans cette escorte de porteurs qui fait s'enfuir au loin tout le gibier. Parfois, cette constante compagnie m'importune, m'excède. Désireux de goûter ma solitude et l'enveloppement étroit de la forêt, je presse le pas, m'échappe en courant, tâchant de distancer les porteurs, mais aussitôt ils partent tous au petit trot pour me rejoindre. Alors, le problème, c'est la conscience morale de Gide, comment va-t-elle s'accommoder de toute cette histoire ? Et là, l'homme, il est quand même très empreint de culture religieuse et il va développer une argumentation que j'appelle la théodicée. Vous savez que la théodicée, c'est le procès fait à Dieu. Comment Dieu, qui est infiniment bon, infiniment tout-puissant, etc., peut-il permettre le mal ? C'est le grand problème de la théodicée qui a été notamment développé par Leibniz dans la théodicée, justement. Alors, il y a tout le problème du fatalisme. Le mal est nécessaire. C'est au XVIIIe siècle, on aura un gros problème avec le fait que Dieu est tout-puissant, il veut le mieux pour tout le monde, mais il y a la moitié des enfants qui, au XVIIIe siècle, meurent avant l'âge de 11 ans. Comment Dieu peut-il vouloir une telle hécatombe alors qu'il fait tout au mieux ? Ce problème de la théodicée est un problème qui va se poser pour les démographes providentialistes, qui disaient la providence fait tout au mieux, mais il y a des hécatombes. Et est-ce qu'on peut imaginer que le bien doive traverser une telle quantité de mal ? Eh bien, c'est ce que Gide va faire dans une argumentation qui est totalement de type théodicée. Il explique par exemple que le portage était nécessaire pour pouvoir construire la route qui va nous permettre d'échapper au portage.
Voilà l'argumentation. Et on lui dit, bah oui, les porteurs, c'est nécessaire, mais ils transportent des matériaux, ils vont transporter des pièces de bateaux, par exemple, démonter, ils vont, etc. Et c'est grâce à leur travail qu'on va pouvoir construire des routes, rendre des lieux lointains et difficiles accessibles, etc. Et il faut bien passer par le portage. Il le fallait, et c'est lui qui souligne à chaque fois, il le fallait. Es muss so sein, comme disent les théologiens allemands, il faut que ce soit. Il le fallait pour l'entretien, la subsistance des postes de l'intérieur. Il le fallait sous peine de laisser péricliter l'œuvre entreprise de la colonisation. Le service d'auto régulièrement organisé qui rend aujourd'hui le portage inutile, c'est ce portage même et ce portage seul qui d'abord l'a permis, car ces autos, il fallait les transporter là-bas. Ce régime affreux, mais provisoire, était consenti en vue d'un plus grand bien, tout comme les souffrances et la mortalité qu'entraîne nécessairement l'établissement d'une voie ferrée. Première allusion au chemin de fer Congo-Océan dont on va reparler. Les indigènes, même en fin de compte, en profitent. L'on ne peut dire autant du régime abominable imposé aux indigènes par les grandes compagnies concessionnaires, celles qui exploitent notamment la récolte du caoutchouc, etc., pour le seul enrichissement de quelques actionnaires. Qu'est-ce que ces grandes compagnies en échange ont fait pour le pays? Rien. Les concessions furent accordées dans l'espoir que les compagnies feraient valoir le pays. Elles l'ont exploité, ce qui n'est pas la même chose. Ils traitent ce pays comme si nous ne devions pas le garder, me disait un père missionnaire. Il n'y a plus ici d'il le fallait qui tienne, ce mal est inutile. Donc là, il y a une divergence complète. Construire des équipements, des chemins de fer, etc., pour la colonisation, oui, il faut de la souffrance, des morts, etc., si le grain ne meurt. C'est pour ça que j'ai intitulé mon exposé « Si le noir ne meurt ». Bon. Mais ça, c'est justifié, c'est un mal utile. Par contre, les concessionnaires, comment les concessionnaires, c'est pour le bienfait de quelques actionnaires, et là, non, il ne le fallait pas. Bien qu'on trouve à l'intérieur du journal toute une série de phrases montrant à quel point les compagnies concessionnaires ne peuvent mobiliser de force le travail local qu'avec l'appui des autorités locales, de l'administration. En réalité, les deux systèmes sont très imbriqués. Mais c'est comme ça qu'il résout le dilemme moral qui se pose à lui. Alors, je vais faire un excursus du côté de l'Angleterre, parce que dans l'Empire britannique aussi, le portage était très important, même s'il ne prend pas toujours les mêmes formes. Et c'est donc la partie artistique, histoire de l'art de l'exposé. Il y a toujours un petit aspect histoire de l'art dans mon exposé. Et là, vous allez voir, c'est assez intéressant. Vous avez ici, et je vais l'agrandir bientôt, une carte fameuse. C'est une grande représentation allégorique de la fédération impériale, comme disaient les Anglais, carte du monde montrant l'étendue de l'Empire britannique en 1886. Et vous voyez qu'en haut à droite, il y a une devise, Freedom, Fraternity, Federation. Liberté, fraternité, fédération. Bon. Et en haut à droite, il y a un petit encart, c'est l'Empire britannique tel qu'il était un siècle plus tôt. Un siècle plus tôt, c'était le premier empire, c'était le Canada, c'était des comptoirs en Inde, c'était une partie de l'actuel Pakistan, toute une série d'îles dans le Pacifique, dans l'océan Atlantique, oui, Sainte-Hélène est là. Voilà. Et quand on revient, donc, ce qui est intéressant dans cette allégorie, c'est de voir le personnage qui est là au milieu de la scène. Vous voyez ce porteur complètement courbé sous le poids de ses ballots. Avec les militaires autour, il y en a un qui tient un tigre qui a l'air assez menaçant à l'égard du porteur, donc il y a une mise en scène de la domination là, qui est vraiment sans appel. Et quand on regarde la figure centrale, c'est le rôle Britannia, c'est
c'est la domination de la Grande-Bretagne sur son empire et sur le monde, car elle est assise sur le monde, world, c'est écrit en toutes lettres. Et en dessous, il y a Atlas. Atlas, vous voyez, il est écrit Atlas et en sous-Atlas, Human Labor, le travail humain. Et vous aviez la même chose dans le système français et dans le système britannique. Il y avait une justification du travail forcé en disant mais ces indigènes sont naturellement paresseux, si on ne les force pas à travailler, ils ne travaillent pas, il faut réveiller en eux la volonté de travailler, et cette volonté de travailler, elle est portée à un niveau mythologique. Atlas portant le monde, c'est le travail qui, bon, malgré toute la contrainte, la coercition que ça suppose, fait quand même tourner le monde, quoi. Donc il y a une sorte de célébration de la nécessité du travail, et le porteur qui se trouve à gauche dans cette représentation allégorique, c'est au fond la réalisation de cette contrainte fondamentale, basique, qui est le fait que c'est le travail humain qui supporte le monde, lequel supporte évidemment la figure de la domination britannique. Oui, c'est assez étonnant et tout ça a été pensé, évidemment. Ce n'est pas par hasard qu'on a écrit Human Labor en dessous d'Atlas. Voilà. Alors, vous avez dans la fameuse façade du Musée national de l'histoire de l'immigration, qui a donc récupéré les locaux de l'exposition coloniale de 1931, du siège de l'exposition coloniale de 1931, vous avez beaucoup de scènes de portage, puisque cette fresque immense, c'est le plus grand bas-relief existant en Europe, qui a été donc fabriqué par Alfred Janniot en un temps record, en 1931, et vous avez toute une série de scènes de portage, mais très idéalisées. Je rappelle que cette grande fresque de propagande coloniale est destinée à montrer ce que les colonies apportent à la France. C'était ça le but de l'exposition coloniale. On ne les exploite pas, mais ils ont tellement de richesses à nous apporter, et donc c'est positif. C'était une volonté de convaincre les Français qu'on avait intérêt à garder l'Empire et à le développer. Et donc, voilà, les scènes de portage abondent. Si un jour vous allez, j'espère que vous le ferez, parce que c'est un musée très intéressant par ailleurs, mais le bâtiment lui-même vaut le détour, vous verrez que vous avez aussi des scènes de pagayeurs, de rameurs. Et les rameurs, je ne vais pas citer tous les passages, mais enfin, les rameurs de Gide, la nuit, ils dorment sur un petit îlot comme ça, complètement sans abri, sous la pluie, etc. Ils ne cessent de tousser, il y en a plusieurs qui meurent en passant. Enfin, la description du travail des rameurs par Gide est extrêmement réaliste, alors que là, vous avez une exaltation dans un style mi-classique, mi-art déco du travail des pagayeurs ou des rameurs. Voilà. Il y a tout un aspect aussi dans le voyage de Gide qui illustre les rapports de race, la hiérarchie des civilisations, des races, etc. Alors il y a une phrase en forme de proverbe, un apophthegme, qui est souvent cité, c'est souvent à ça qu'on résume l'apport du journal, moins le blanc est intelligent, plus le noir lui paraît bête. Et c'est souvent cité parce qu'évidemment c'est une phrase assez drôle et qui montre évidemment la générosité, la perspicacité de Gide vis-à-vis de... Voilà. Le problème, c'est qu'il y a bien d'autres phrases encore de Gide dans le texte, et là il y en a une qui est tout à fait étonnante. Les indigènes ont un cerveau aux capacités très limitées. Impossible d'obtenir une réponse à ma question, pourquoi n'a-t-on pas récolté le manioc en temps voulu? Alors évidemment, là, on est au cœur du système d'exploitation et il espère avoir une explication du pourquoi l'exploitation est ce qu'elle est. C'est quand même très naïf de sa part. Mais non, la conclusion qui en tire est la suivante. Pourquoi n'a-t-on pas récolté le manioc en temps voulu? En général, le pourquoi n'est pas compris des indigènes. Et même, je doute si quelques mots équivalents existent dans la plupart de leurs idiomes. Déjà, j'avais pu constater au cours du procès à Brazzaville, il avait assisté à un procès au début de ce voyage, qu'à la question « Pourquoi ces gens ont-ils déserté leur village ?»
Il était invariablement répondu comment, de quelle manière. Il semble que les cerveaux de ces gens soient incapables d'établir un rapport de cause à effet. Et ceci, j'ai pu le constater maintes fois dans la suite de ce voyage. Alors évidemment, je vous prie de croire que les linguistes spécialisés dans les langues africaines, on en a beaucoup en France, confirment qu'évidemment, pourquoi ça existe en toutes les langues, y compris dans les langues africaines. Et il met une petite note qui a été rajoutée après à son retour à Paris, ce que confirme le fait qu'il n'y a pas de rapport de cause à effet dans le langage indigène, ce que confirme, commente et explique fort bien Lévi-Bruhl dans son livre sur la mentalité primitive que je ne connaissais pas encore. Donc Lévi-Bruhl, c'est toute une série de livres sur la mentalité prélogique, sur la mentalité primitive. C'est ce contre quoi Lévi-Strauss a lutté. Je rappelle que la mentalité primitive a comme contrepartie le très grand livre de Lévi-Strauss qui s'appelle La pensée sauvage. Et La pensée sauvage, c'est une des plus belles œuvres de Lévi-Strauss. À mon avis, c'est mieux que les structures élémentaires de la parenté, parce que c'est un livre qui accorde aux indigènes une capacité de classer, d'exploiter les ressources de la nature, etc. C'est un des fondements des livres qui a ouvert la voie à l'ethnobotanique, à enfin, tout ce qui est l'ethnoagriculture, etc. Enfin, au fait que, oui, les indigènes ont des capacités à exploiter le monde le milieu l'environnement de façon extrêmement réfléchie, avec une longue expérience. Eh bien, là, la lecture de Lévi-Bruhl a confirmé Gide dans ses préjugés, et on a encore un autre passage de référence à Lévi-Bruhl. Les gens de ces peuplades primitives, je m'en persuade de plus en plus, on est à la fin du voyage, au mois de mars, n'ont pas notre façon de raisonner. Et c'est pourquoi, si souvent, ils nous paraissent bêtes. Leurs actes échappent au contrôle de la logique, dont depuis notre plus tendre enfance, nous avons appris, et par les formes même de notre langage, à ne pas pouvoir nous passer. Et là encore, une note. Dès les premiers temps de notre séjour à Brazzaville, je notais que les rapports de causalité semblent n'exister point pour eux, ce qui m'est confirmé par Lévi-Bruhl, dont je fus bien maladroit de ne lire les livres sur la mentalité primitive qu'à mon retour de voyage. Ils m'eussent épargné nombre de bévues, éclairé bien les ténèbres. Donc, qu'est-ce que j'ai été bête de ne pas comprendre pourquoi les indigènes étaient bêtes. C'est en gros l'étonnant paradoxe de ce passage. Là, vous voyez comment cet homme est incroyablement intelligent, formidablement cultivé, et lui aussi enfermé dans les limites sociales, évidemment, culturelles de son cerveau. Je continue mes leçons de lecture à Adoum. Adoum, c'est le jeune homme qu'il a en quelque sorte adopté, mais dont il va devoir se séparer à la fin du voyage et qui va être très malade. Je crois même qu'il meurt à la fin. Je continue mes leçons de lecture à Adoum, qui fait preuve d'une émouvante application et progresse de jour en jour. Et je m'attache à lui chaque jour un peu plus. De quelle sottise le plus souvent le blanc fait preuve quand il s'indigne de la stupidité des noirs. Je ne les crois pourtant capables que d'un très petit développement. Le cerveau gourd et stagnant le plus souvent dans une nuit épaisse. Mais combien de fois le blanc semble prendre à tâche de les y enfoncer. Ah, vous voyez à quel point tous ces propos sont complètement équivoques, ambivalents. Enfin, c'est vraiment c'est saisissant. Évidemment, je dis tout ça avec le privilège que donne le recul du temps, puisqu'on comprend à quel point, même pour quelqu'un comme lui. Alors, il arrive au Tchad, et là, on entre dans une toute autre civilisation. C'est les sultanats musulmans du Tchad, avec une organisation sociale très différente. Les femmes ne se montrent pas, etc. Enfin, il observe tout ça. Fort Archambault, marche de l'islam, où par-delà la barbarie, on prend contact avec une autre civilisation, une autre culture. Culture bien rudimentaire encore, sans doute, mais apportant déjà raffinement, le sentiment de la noblesse, de la hiérarchie, une spiritualité sans but. Alors ça, c'est l'éloge de l'islam qui existait encore à l'époque. L'islam comme religion abstraite, hautement spirituelle, c'est un thème qui était assez fréquent encore à l'époque. Aujourd'hui, ça a complètement disparu. Mais une spiritualité sans but et le goût de l'immatériel. Dans les régions que nous avons traversées, ce n'était que race piétinée, non tant ville peut-être qu'avilie, esclavagée,
n'aspirant qu'au plus grossier bien-être, tristes troupeaux humains sans berger. Ici, nous retrouvons enfin de vraies demeures, enfin des possessions individuelles, enfin des spécialisations. Et ça, c'est un grand thème de Gide, c'est que dans l'Afrique de l'Ouest, il n'y a que du collectif, il n'y a pas d'individualisation. Et les paysages eux-mêmes ne sont pas individualisés, confondent tout, sont uniformes, etc. Quand on arrive dans le monde musulman, là, on a de nouveau une montée dans l'échelle de l'individualisation qui, pour Gide, est une échelle de civilisation. Je vais vous parler maintenant quand même du chemin de fer Congo-Océan parce qu'il fait son voyage au moment même où le chemin de fer se construit. Et là, il y a une grande référence, le géographe Gilles Sauter, c'est une chose assez étrange. Gilles Sauter fait un article au titre modeste, note sur la construction du chemin de fer Congo-Océan 1921-1934, il a duré longtemps, et c'est publié en 1967. Mais en fait, Sauter explique que dès 1954, son article était prêt, et que, pourquoi ? Parce qu'il avait découvert des archives de l'AEF, au secrétariat général de l'AEF, à Brazzaville. Et les dossiers étaient complètement en désordre. C'est lui qui les a classés, les a organisés et a pu écrire cet article extraordinairement documenté parce qu'il y a tous les gouverneurs qui dialoguent avec les architectes, avec les administrateurs locaux qui essaient de trouver de la main-d'œuvre, etc. C'est extrêmement précis avec tous les plans successifs qui ont été. Savorgnan de Brazza, dès 1882, avait préconisé la construction d'un tel chemin de fer. Les Français vont être devancés par les Belges de l'autre côté du fleuve, du côté du Congo. De l'État indépendant du Congo, c'est comme ça qu'on nommait le Congo belge. Et ils vont chercher plusieurs tracés. Bon, il y a un recueil des textes littéraires et pas techniques qui a été publié il y a quelque temps par une professeure néerlandaise de littérature française sur toute la controverse, puisque quelqu'un comme Albert Londres, par exemple, a écrit sur le chemin de fer Congo-Océan. Elle relie. Alors, non, ça c'est quelque chose de différent. Oui, pardon, il faut que je n'ai pas emmené mes notes avec moi, mais en gros, que raconte Sauter ? Il raconte que le grand problème, outre le tracé, etc., c'est qu'à un certain moment, il faut franchir une montagne, il faut accomplir des travaux de force considérables. Il n'y a pas d'engin, il n'y a pas de machine, parce que ça coûterait trop cher, ce ne serait pas rentable. Et donc, les entreprises, de façon absolument délibérée, décident d'utiliser la main-d'œuvre sans mécanisation, pour des travaux de force absolument incroyables, puisqu'il s'agit de déplacer une montagne, vraiment. Et le problème, c'est que le portage, la corvée du portage, a déjà mobilisé toute une partie de la population. Et donc, on est obligé d'aller chercher plus loin les porteurs. On va les chercher justement jusqu'au Tchad. On va les chercher au Sénégal. Et chose incroyable que raconte Sauter en détail, c'est qu'on va aller aux Antilles aussi, chercher de la main-d'œuvre pour construire le chemin de fer Congo-Océan, le chemin de fer qui doit aller de Brazzaville jusqu'à la côte. Et il y a un épisode, alors Sauter dit épisode pittoresque, mais à un certain moment, on se dit, il n'y a toujours pas assez de main-d'œuvre pour accomplir ce travail, on va aller chercher de la main-d'œuvre chinoise. Et il va y avoir un plan qui va être exécuté de récupération de main-d'œuvre chinoise, parce qu'on l'avait fait pendant la guerre de 14. Pendant la guerre de 14, on avait fait venir des terrassiers chinois qui avaient notamment aidé à construire les voies de chemin de fer qui ont proliféré pendant la guerre de 14 dans tout le nord de la France. Et là, ces main-d'œuvre chinois, quand ils découvrent le climat, le site, les conditions de travail, les conditions de nourriture, etc., se révoltent. Ils se révoltent et on n'arrivera jamais à les employer. Il faut lire l'article de Sauter, qui est extrêmement détaillé, un peu trop si vous voulez, mais enfin, on a un mélange de naïveté, de cynisme, d'ingénuité, de rouerie dans les comportements des ingénieurs, des administrateurs, des généraux et locaux, etc., qui est vraiment, vraiment étonnant. Et il va y avoir toute la polémique sur le nombre de morts. On a dit qu'il y a eu jusqu'à 20 000 morts, peut-être au-delà. Il semble à peu près maintenant qu'il y a eu en gros 17 000 morts.
parce que ces gens travaillaient à main nue, étaient très mal nourris, etc. Et donc, alors il y a eu tout un comportement de fuite, il y a eu toute une... Évidemment, ça s'est su très vite que le travail était mortel. Au bout d'un certain temps, il y a eu un changement de cap, on a protégé les gens, on les a nourris davantage, on les a mieux payés, etc. Là, une partie de la main-d'œuvre a pu revenir. Tout ceci est raconté dans le grand article de Gilles Sauter qui est libre d'accès en ligne. Mais ce que raconte Sauter, c'est qu'il n'a pas pu publier tout de suite les données parce qu'à l'indépendance, il fallait garder de bonnes relations avec la République centrafricaine et il n'était pas question de faire immerger ce sujet qui fâche. On a donc, et Sauter avait promis aux administrateurs de Lubangui-Chari de ne pas publier prématurément, de ne pas publier tout de suite son grand article. Donc on l'a su très tardivement, et c'est donc, mais déjà avant cette date, Catherine Kokrivinovic avait aussi révélé l'ampleur du désastre humain qu'avait représenté la construction du chemin de fer Congo-Océan. Du côté belge, il y a eu une histoire à peu près équivalente des années plus tôt, mais il s'est passé à peu près la même chose. Voilà, mais écoutez, je vais arrêter là et on peut passer à des questions pour les 12 minutes qui suivent. Bon, ben, je vais arrêter là également, du coup. Voilà. Eh bien, merci à tous ceux qui ont regardé en live. Il n'y en a pas beaucoup, mais peut-être le replay. Et puis, je pense que demain, il n'y aura pas de stream et que le prochain, ce sera mardi. Voilà. Eh bien, au revoir à tous et à bientôt.